Voilà, donc nous allons de ce pas commencer le webinaire. Nous allons commencer le webinaire avec un petit temps, confier ce temps au Seigneur. Donc, Madame Soro, je vous passe la parole si vous voulez, s'il vous plaît, faire une petite prière avant de commencer votre partage. Ok, il n'y a pas de problème. Très bonsoir encore. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, mon Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu permets. Merci de prendre le contrôle de ce moment et que tout ce qui se fera au long de ce webinaire éternel, que tu sois au contrôle. Père, que ce témoignage éternel soit un témoignage à la gloire de ton nom et que des cœurs et des âmes éternelles soient touchés, restaurés et que des vies éternelles, mon Dieu, soient transformées au travers, Seigneur, de ce témoignage qui est encore pour la gloire de ton nom. Que toi-même, Seigneur, mon Dieu, tu sois au début, au milieu et à la fin, Papa, de cette rencontre. Que tu bénisses tous les participants, toutes les personnes qui nous prendront en cours, que tu sois au contrôle de tous les aspects de ce moment. Amen. Amen. Vous voulez rester hors caméra ou bien... Il n'y a pas de problème, je mets la caméra. Je mets la caméra, ok. C'est bon. C'est un peu sombre, mais bon. Non, ce n'est pas bien grave. Donc, voilà, vous avez la caméra et votre micro. Nous, on est off. Ok. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Voilà, la sœur a déjà fait la présentation. Donc, je suis Athée Laetitia Epo-Soro. Vous avez pu le constater, je suis dans le domaine de la petite enfance. Donc, en ce qui concerne ma passion, c'est bien les enfants. Aujourd'hui, je veux vous parler de comment est-ce que je suis arrivée, sinon j'arrive à vivre pleinement cette passion-là, cette vocation dans le domaine de la petite enfance. D'accord? Je vais commencer déjà en expliquant dans un premier point comment je découvre ma passion pour les enfants. Tout commence d'abord quand moi-même je suis enfant. Voilà, je suis moi-même grande sœur d'un enfant en situation de handicap. Et là, quand mon petit frère naît, je me pose beaucoup de questions, mais comment se fait-il qu'il soit né avec ce handicap et pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui explique cela? Donc, j'avais toutes ces interrogations-là, enfant, et je posais beaucoup de questions à maman également. Pourquoi mon petit frère est comme ça? Elle m'expliquait un peu ce qui s'était passé à l'hôpital, mais bon, ce n'est pas des réponses qu'un enfant pouvait forcément comprendre. Donc, dans un premier temps, il y a ça, le handicap de mon frère. Et par la suite, adolescente, voilà, à chaque fois que j'allais, soit quand on avait des rencontres de famille ou quand les parents devaient voyager, on me confiait toujours la garde des enfants. Quand on partait peut-être pour une fête comme ça, on me disait, Laetitia, pardon, il faut surveiller les enfants. Si. Et je suis rentrée, je crois, à 14 ans, 13 ans, 14 ans, j'ai intégré un chœur sur ma paroisse. Et parfois, quand on nous invitait pour aller chanter dans des anniversaires, des baptêmes, et qu'il y avait des enfants, peut-être d'autres chantres ou de personnes, on me sollicitait en fait pour surveiller les enfants. Laetitia surveille ces enfants-là et je me plaisais, voilà, je me plaisais à le faire. C'était avec beaucoup de joie. C'est comme ça en classe de cinquième. En classe de cinquième, j'étais chez un oncle chez qui je passais un court séjour et chez lui à la maison, j'ai découvert un magazine qui parlait des droits de l'enfant, un magazine qui parlait de toutes les personnes qui, à travers le monde, luttaient pour les droits des enfants. Je vous assure, ce jour, quand j'ai découvert ce magazine, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ça fait un bim dans mon esprit. J'ai dit, waouh, c'est merveilleux. Je ne pouvais pas imaginer en fait que partout ailleurs dans le monde, des enfants pouvaient souffrir en fait. Vous savez, quand on est dans notre petit monde à nous, on est dans notre confort, on a papa et maman, on a ce dont on a besoin. On ne s'imagine pas un instant qu'il y a des personnes qui vivent des situations tellement déplorables, tellement difficiles, surtout quand on est enfant, quand on est jeune. Donc, quand je prends ce magazine, je découvre en fait la misère de certains enfants partout dans le monde. Je découvre des activistes, des personnes vraiment qui se battent pour les droits des enfants. Et là, ce magazine-là, je l'ai lu plusieurs fois. Donc, je l'ai lu et relu et relu et je l'ai gardé précieusement. Quand j'ai terminé mon séjour chez mon oncle, je lui ai demandé la permission d'emporter avec moi le magazine, chose qu'il a acceptée. Donc, je suis rentrée en famille avec ce magazine. J'étais en cinquième. Et là, je me suis dit, à chaque fois que je lisais, je disais, moi aussi, je veux faire quelque chose pour les enfants. Moi aussi, je veux me battre pour les droits des enfants.
moi aussi, je vais apporter quelque chose dans ce monde pour les enfants. Et c'est vraiment comme ça que les choses sont parties. Et en classe de quatrième, j'intégrais une nouvelle école. Et dans cette école-là, j'ai réuni une dizaine d'élèves environ, une dizaine d'élèves à qui j'ai partagé cette passion pour les enfants. Je leur ai dit, je souhaite créer une ONG qui se bat pour les droits des enfants. Je veux mettre en place vraiment quelque chose, une structure qui va vraiment travailler pour les enfants. Je leur ai partagé ma passion et tout. Et ils ont adhéré. Ils ont adhéré. Dans le magazine que j'avais, le magazine, je l'ai très bien gardé. Dans le magazine que j'avais, il y avait un numéro ivoirien dans ce magazine-là. Donc, moi, à l'époque, je prends le numéro, je prends le téléphone de maman et puis moi, j'appelle le numéro en question. J'explique, je me présente, je tombe sur un monsieur, je lui dis voilà, j'ai mis en place une ONG qui se bat pour les droits des enfants. C'était vraiment rien de formel en fait. C'était rien de formel, imaginé. Il n'y avait que la passion, mais il n'y avait plus rien d'autre, pas de structure, rien d'autre. C'était juste la passion. Et voilà, c'était un peu ça. Donc, moi, j'appelle le monsieur tout de suite et puis je lui dis voilà, je souhaite vous rencontrer parce que j'ai une ONG qui se bat pour les droits des enfants. Et là, il nous donne rendez-vous, il me donne rendez-vous, donc j'informe les autres. Et puis après les cours, on se rend chez le monsieur. Voilà, de prime abord, on dirait comment que c'est vraiment un truc, ça a vraiment été un truc facile. Donc, je me rends chez le monsieur qui n'était pas tellement loin de notre établissement, chose bizarre. Voilà. Et là, il nous écoute. Il nous écoute. Sinon, il m'écoute. La toute petite que j'étais, je ne suis pas grande de taille, donc imaginez un quatrième avec ma petite taille, hein, avec les autres qui étaient un peu plus grands. Il m'écoute avec tellement d'intérêt et je voyais un peu un petit sourire sur le visage. Voilà, il y avait beaucoup d'immaturité encore. Il nous encourage, il nous encourage et il nous demande voilà, d'y aller progressivement, que c'est déjà bon, qu'on est déjà si jeune, cette fibre-là de vouloir avoir un combat, mener un combat aussi noble pour les enfants et tout. Donc, il ne va pas plus loin que ça. Voilà, moi, je savais avec ce que j'ai pu voir dans le magazine que c'était quelqu'un qui était assez intégré dans les ONG et tout, mais il ne va pas plus loin que ça. Il nous encourage tout simplement. Et de temps en temps, on partait prendre des conseils, mais bon, c'est vraiment jamais aller loin cette ONG. J'étais en quatrième après, je devais aller en classe de troisième, il y avait le BPC, du coup, j'avais vraiment mis en stand-by. J'ai mis en stand-by et puis, bof, je me suis concentrée sur mon examen et tout. Quelques années après, il faut dire que pendant tout ce temps, moi, au fond de moi, je sens que je dois faire quelque chose pour les enfants. Et dans mes rêves, parce que on va dire que Dieu me parle beaucoup par les songes. Dans mes rêves, je me vois toujours entourée d'enfants. Dans mes rêves, je me vois soit avec des bébés, carrément des bébés, des nouveau-nés, ou encore avec d'autres jeunes, des adolescents. Mais je me voyais toujours entourée d'enfants. C'était tout le temps comme ça. Et au fond de moi, j'ai toujours eu cette passion. Je me sentais attirée. Mais la vérité, c'est que je ne savais pas concrètement ce qu'il fallait faire pour les enfants. Je sais que je dois faire quelque chose dans le domaine de la petite enfance, des jeunes et autres, mais de manière concrète, ce que je dois apporter là, ça, je ne l'avais pas. Je n'avais pas cette information. D'accord? Il y a des personnes qui se battent pour les droits des enfants. Il y a des personnes voilà, qui ouvrent des orphelinats. Il y a des personnes qui recueillent des enfants des enfants en situation de handicap, des enfants de la rue. Il y a vraiment tout ce grand champ-là. Mais moi, je ne savais pas, voilà, c'était quel terrain labourer pour la petite enfance. Je n'avais vraiment pas cette claire vision-là, mais je savais que j'étais appelée dans ce domaine avec tous ces événements qui se sont emboîtés. Eh bien, comment progressivement les choses se mettent en place? Comment je découvre, voilà, mon champ pour cette passion, comment je découvre mon champ du domaine. Je fais la classe de terminale en 2011. OK? Je suis une élève très brillante. Je réussis à l'examen blanc. Je suis première en philosophie dans les matières littéraires. Et puis à l'examen, j'échoue lamentablement au bac, au point où même mes professeurs n'y croyaient pas. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et là, il y a mon papa, père à son âme, qui me demandait, alors maintenant que tu as échoué et tout, qu'est-ce que tu souhaites? Tu souhaites reprendre la classe ou bien tu souhaites faire une grande école? Moi, franchement, je ne me voyais pas en train de reprendre la classe de la terminale. Je vous explique cette partie de mon témoignage pour que vous compreniez un truc.
Voilà. Vous étiez en mute, on ne vous entendait Après, plus. ah, désolée. Non, ça va. Papa, Du coup, je ne sais pas, je reviens à quel moment. Quand je reprends, quand après, j'échoue. votre papa vous demande si vous voulez Voilà. reprendre. Voilà. Voilà, papa me demande si je veux reprendre la classe. Je lui dis carrément non, moi, je ne veux pas reprendre. Je préfère aller faire un BTS et puis passer le bac en candidat libre. Voilà. Il me regarde et dit, tu es sûr que c'est ce que tu veux? Il me pose cette question parce qu'effectivement, je n'ai jamais aimé les grandes écoles. Je n'ai jamais aimé, en fait, le BTS. C'est voilà, j'ai toujours voulu la formation universitaire, mes projets et tout. Donc, c'est un truc que... Il me dit, tu es sûr que c'est ce que tu veux? Je lui dis, en tout cas, moi, je ne veux pas reprendre le bac. Je ne me vois pas en train de porter encore le bleu-blanc. Moi, Laetitia athée, la brillante, non, ce n'est pas possible. En fait, il y avait beaucoup d'orgueil. Il y avait beaucoup d'orgueil. Et il dit de toutes les façons, la blessure est encore fraîche. Je viens à peine voilà, d'échouer. Certainement que jusqu'à ce que la rentrée arrive, je pourrais changer d'avis. Mais voilà, il ne m'impose rien. Il ne m'impose rien. Je dis OK. Et ce même jour où j'ai eu cette conversation avec mon père, je me rends chez une amie qui avait perdu son papa, qui avait perdu sa grande sœur à l'époque. Donc, j'étais partie pour saluer la famille. Et puis, le papa me demande, Laetitia et le bac, j'ai dit, ça n'a pas marché. Il dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Je lui dis la même chose, je vais faire une grande école. Je vous assure que le papa, il a dit une phrase. Il m'a dit une seule phrase qui m'a fait changer d'avis. Il m'a dit, donc comme ça, tu vas aller faire le BTS sans conviction parce que tu as échoué, c'est ça. Cette phrase-là m'a fait changer d'avis. J'ai commencé à pleurer et je suis retournée voir mon père puis j'ai dit, je vais reprendre la classe de la terminale. Dieu seul sait pourquoi j'ai échoué. Et là, mon papa m'a dit, tu as pris la bonne décision. Vous saviez, en 2011, avec la crise et tout, les universités étaient fermées, n'est-ce pas? Alors, c'est aujourd'hui, en fait, c'est longtemps après que j'ai compris beaucoup de choses. C'est vrai, il y avait l'orgueil que Dieu a voulu briser en moi, mais il y avait aussi la mission à laquelle il m'appelait, qui était rattachée à ma formation universitaire. En 2011, je n'allais pas pouvoir faire l'université parce que l'université était fermée. Donc, si j'avais obtenu ce diplôme-là, ce bac en 2011, j'aurais probablement fait une université privée où la filière n'existe pas, ou tout simplement j'allais faire une grande école, ce que je ne voulais pas au fond. Donc là, j'accepte de reprendre la classe et la deuxième année, Dieu fait grâce, je réussis à mon examen. Et quand je réussis à mon examen, l'autre chose, il faut dire que quand je faisais le choix des filières, j'avais choisi le droit. Voilà, c'est vrai, il y a la passion, il y avait la passion, il y a la passion de la petite enfance qui est toujours là. Et puis, il y avait d'autres trucs encore, vous savez, en grandissant, on voit des gens à la télé, ou bien on voit les parents nous montrent certains modèles à qui on a envie de ressembler, on voit des juristes et tout. Donc, dans cette atmosphère-là, moi, je voulais devenir juriste ou journaliste. C'était vraiment, surtout la presse, c'était une autre passion aussi. Donc, dans mes choix de filière, quand j'étais en terminale, j'avais choisi le droit, l'espagnol et puis la philosophie. C'était les trois filières que j'avais choisies. Mais là, quand les orientations sortent, la deuxième année, quand j'ai réussi à mon examen, je suis orientée dans une filière qu'on appelle sciences du langage. Bon, je suis choquée parce que je n'en ai jamais entendu parler. Je vais même sur Internet pour faire quelques recherches, mais là encore, je n'ai pas plus d'informations, ou du moins avec les thèmes techniques qui sont mentionnés là, je ne comprends absolument rien. Je dis sciences du langage, ça c'est quoi ça encore, sciences du langage? Bon, il y a des amis qui me disent pour me titiller, ah Laetitia, de toute façon tu aimes bavarder parce que je suis beaucoup bavarde, de toute façon tu aimes bavarder là, sciences du langage, ça te convient bien. Bon, on en a ri, mais à vrai dire, j'étais perdue. Et papa qui me demande, en tout cas il a toujours pris mon avis, que Dieu le garde très bien près de lui. Et là, il y a papa qui me demande, sciences du langage, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, tu veux faire le droit, j'ai la possibilité de te faire changer de filière. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux changer de filière? Voilà, on va faire une réaffectation, on va te mettre en droit, ou bien tu veux quoi? Et figurez-vous que juste après le résultat du bac, là, moi, il y a une amie qui était en droit, donc je suis allée lui emprunter ses documents de droit. J'ai commencé à bosser le droit, j'ai commencé à bosser le droit. Donc, j'étais convaincue que j'allais t'orienter en droit et papa a vu tout ça. Il a dit, surtout que tu as commencé vraiment à t'imprégner du droit et tout. Donc, je vais faire en sorte qu'on te ramène, qu'on fasse une réaffectation, puis on t'envoie en droit. C'est bizarre. Au fond de moi, c'est ce que je voulais. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai dit à papa, non. Si Dieu a voulu qu'on m'envoie en sciences du langage, c'est parce qu'il a un plan pour moi dans cette filière-là. Moi, je vais aller en sciences du langage. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais aller en sciences du langage. Voilà, c'est
dans les sciences du langage, il y a la linguistique qui est inclus. Donc, je dis, je vais y aller. Je pense que Dieu, voilà, j'ai porté cette orientation-là devant le trône du Seigneur et je pense qu'il a fait le choix selon ma destinée. Il m'a dit, OK, si c'est ton choix, il n'y a pas de problème. Donc là, on commence les cours en première année. On découvre de nombreux professeurs, on a plusieurs modules. Et puis, au bout de quelques mois, on commence un nouveau module qu'on appelle la psycholinguistique. Le jour où le professeur arrive, il fait une projection de film où il nous présente en fait le module en question. Il nous donne des détails et là, il nous parle des enfants, il nous parle des blessures de la conception, il parle des notions d'attachement, des relations affectives, enfants-parents. En fait, il parle de la petite enfance. Je suis assise là et j'ai l'impression de planer. Tellement je me sentais dans mon élément, j'ai dit, mais waouh, c'est tout ce que je voulais, c'est ce que j'ai toujours recherché. Je n'ai pas imaginé qu'on pouvait faire ça ici à l'université. Mais moi, je vais me spécialiser en psycholinguistique, en master, ça c'est sûr. Et c'est une des filières, c'est une des matières en fait que j'affectionnais particulièrement. Et j'avais les meilleures notes en psycholinguistique. On a fait également la neurolinguistique et tout. En fait, j'étais à l'aise. J'étais vraiment dans mon élément. J'étais vraiment dans mon élément. Il faut dire qu'aussi, quand je commence l'université, dans les premières années, j'avais cette passion-là pour la presse, pour le journalisme. Donc, avec une amie, okay, on a commencé à squatter un peu les locaux de certaines agences de presse, Fratmat, Nouveau Courrier, au point où j'ai décroché un petit gombo là-bas où j'étais collaboratrice extérieure de certaines presses et je couvrais certains événements culturels. Et j'avais un peu de brin-brin, comme on le dit, j'avais un peu. Mais voilà, je savais qu'en master, j'allais m'orienter en psycholinguistique pour me spécialiser dans le domaine de la petite enfance, du comportement et du langage. Donc, voilà, je poursuis les études et puis à côté, j'avais mon petit gombo au niveau de la presse et tout. Donc, c'est comme ça, quand je finis ma licence en linguistique, en sciences du langage, en master, je m'oriente, bien sûr, je choisis la filière de la psycholinguistique et j'ai pour thème de mémoire en master 1 l'attachement. Je fais récemment un post là-dessus. L'attachement, je me spécialise en troubles du langage et tout. Et pendant ce temps, au niveau de la presse, Dieu est vraiment merveilleux. Au niveau de la presse, je deviens critique littéraire. Donc, on me donne des livres, des maisons d'édition, des écrivains me donnent des livres dont je fais la critique. Et parmi ces livres, on a des livres pour adolescents, des livres pour enfants, vraiment des livres pour tout le monde, des essais et tout. Donc, je peux lire 2 à 3 livres en 24 heures pour fournir rapidement des critiques. Ce sont des articles que je faisais pour le journal. Donc, je lisais énormément et j'avais beaucoup de livres pour enfants. Si vous vous souvenez, j'ai dit que je sentais que j'étais attirée par la petite enfance. Je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas concrètement c'était quoi le champ à labourer dans ce domaine-là, n'est-ce pas? Et Dieu est bon. La presse écrite, là où je suis rentrée en tant que bénévole, en tant que collaboratrice extérieure et tout, et là où je suis devenue critique littéraire, où j'ai eu des livres, c'était en fait, j'ai envie de dire, une transition. C'était en fait une transition que Dieu me donnait pour m'orienter là où il me conduisait sur le champ à labourer dans le domaine de la petite enfance. Donc, je finis mon master, je suis psycholinguiste. Et déjà, en master 1, je commence à travailler au ministère. Comment ça se passe? Je fais la critique littéraire d'une jeune dame. Elle avait fait sortir un livre pour enfants. Donc, j'ai fait la critique de ce livre. Et son papa, qui était à l'époque directeur de cabinet au ministère de la Femme, cherchait une assistante. Donc, elle présente en fait la critique qui est sortie dans le journal. Elle présente à son papa. Ah, papa, regarde cette jeune dame-là, elle a fait la critique de mon livre. Vraiment, elle a une belle plume et tout. Et le papa est séduit en fait par ma plume. Et puis, il me sollicite, il me fait rappeler. Il dit, je cherche une assistante, je passe un entretien et tout. Il dit, OK, mon profil correspond. Donc, pendant que je faisais le Master 1, je travaillais en tant qu'assistante du directeur de cabinet au ministère de la Femme. Et c'est aujourd'hui, je réalise tellement de choses. Là-bas, en fait, je n'assistais, mon travail auprès du directeur consistait surtout à corriger les courriers qui rentraient, les courriers qui sortaient,
les discours de la ministre qui devait partir, les discours. Vraiment, on était plus dans les documents, en fait. C'était la correction des documents. Et dans les lectures des courriers que je faisais, il y avait beaucoup de sollicitations extérieures qui venaient au ministère. Il y avait des cas d'enfants maltraités. En fait, je voyais en fait tout ce que les enfants, tout ce que les gens pouvaient vivre à l'extérieur, en fait. Et là, ça fait beaucoup de compassion. Je disais, waouh, des gens peuvent vivre ça. Et c'est cette émotion que j'avais vécue quand j'ai découvert le magazine en classe de 5e qui avait réjailli. Et là, c'était des personnes, des femmes qui sont maltraitées, des enfants, surtout la question des enfants même, ça me faisait parfois couler des larmes. Et le patron qui me disait, tu vois, on ne peut pas aider tout le monde, mais voilà, on fera ce qu'on peut. Et puis, tu vois, quand on est ici, les gens pensent qu'on ne travaille pas. Il m'expliquait pas mal de choses. Et voilà, j'étais au contact de ce monde-là. On voyait des personnes qui venaient pour solliciter le soutien du ministère pour exposer des situations et tout. J'étais dans cet environnement, en fait. J'étais au cœur même du monde de la petite enfance. Peut-être pas dans la pratique, mais au niveau administratif, je voyais beaucoup de choses. OK? Donc, j'ai passé un temps au ministère et quand mon contrat est arrivé à son terme, je suis partie. Quand je suis partie, ça n'a pas duré. La ministre a été changée. Du coup, voilà, le personnel également a changé, puisque nous, on était du coup agents de l'État, on n'était pas fonctionnaires, on était agents de l'État. Et voilà, donc la ministre est partie et puis le personnel a changé. Donc, je suis sortie dans un premier temps du ministère de la FAP où j'ai pu découvrir encore de nouvelles choses. Et je finis mon master, d'accord? On est en 2016. En 2017, je me marie, j'ai un enfant. Et là, je suis sur le carreau. Parce qu'entre-temps, je n'étais plus trop disponible pour continuer au niveau de la presse. Mais je vous assure que lorsque j'arrêtais au niveau des critiques, j'avais 2 gros placards de livres qui sont toujours là. J'ai 2 grands placards de livres remplis de livres pour enfants et tout. J'avais 2 gros placards de livres. Donc là, en 2018, je me retrouve sur le carreau, sans gombo, sans travail fixe, sans rien. Allô? Ok, désolé, je coupais un appel. Donc, comme je disais, en 2018, du coup, je me retrouve, en 2018, je me retrouve donc sur le carreau, femme au foyer. Je n'ai pas de travail, rien. Et j'étais malheureuse. J'étais vraiment malheureuse parce que dans mes projets de vie, en réalité, dans mes projets de vie, c'était pas ce que je voulais. Et même dans mes projets de vie, le mariage n'était pas en première position. Dieu a voulu m'en faire grâce. Et c'est pourquoi, voilà, j'étais vraiment sur le carreau. Et là, c'est là maintenant qu'on commence à devenir un griffe, on commence à devenir sorcier. Quand je me connecte, par exemple, sur les réseaux sociaux et que je vois ceux de ma génération qui présentent fièrement, euh, qui présentent fièrement leur réussite, je deviens jalouse. Entre deux amis, à chaque fois que je voyais les posts, je trouvais toujours quelque chose à redire. Oh, mon cher, on vous connaît, on sait, ça là, tu vas fouiller là, elle a forcément un parrain. Bon, c'était vraiment ce truc-là, quand j'étais devenue aigrie. J'étais devenue aigrie. Je déposais mes dossiers partout pour avoir un travail, mais bon, là, j'ai carrément oublié ma passion pour la petite enfance. Et là, non, moi, je voulais juste quelque chose pour avoir à manger, surtout. Et c'était difficile. C'était vraiment difficile. Et à chaque fois que j'entendais qu'il y avait peut-être une nouvelle structure qui ouvrait, je courais déposer mes papiers, mais on ne m'appelait jamais. Ou encore, j'essayais d'activer tout mon réseau, toutes les personnes dans la presse que je connaissais qui pouvaient me permettre de trouver ne serait-ce qu'un petit travail, ne serait-ce même qu'un stage dans une presse. En fait, c'est comme si toutes les personnes même à qui j'avais rendu service, en fait, toutes les portes étaient fermées et moi, j'étais devenue aigrie, jalouse. Je... C'était pénible. J'avais commencé même à être dépressive. Ça se passe en 2018. Et c'est dans cette période de dépression que je rencontre sur les réseaux sociaux la mère, maman Betty. Je vois ses posts. Et je lis un post même où on dit, où elle écrit, si le succès des autres te rend jaloux, c'est que tu vas durer dans ta situation. Ça m'a fait tiquer. Dit avant. Eh bien, à cet instant-là, en fait, j'avais réalisé que moi-même, j'avais un problème. J'étais vraiment mal.
j'étais mal au fond du coup. J'étais même devenue désagréable avec des gens. Alors qu'au fond, je ne suis pas comme ça. Voilà, je ne suis pas une personne méchante, je ne suis pas comme ça. Mais j'étais devenue désagréable. Pour une simple question, j'étais sur la défensive. Pour un simple rappel, je pouvais m'emporter. J'étais vraiment devenue carrément, j'étais devenue tout sauf la personne, je ne me reconnaissais pas moi-même. J'étais vraiment malheureuse. Et quand je rencontre maman Betty, je lui ouvre vraiment mon cœur, je lui dis comment je me sens, elle me donne des conseils, elle m'accompagne avec les posts que je lis, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Et là, je fléchis genoux devant Dieu, je fléchis, je dis Seigneur, je reconnais que j'ai un problème, je reconnais que je jalouse et que j'ai envie, je vois les succès des autres, et c'est ce que je veux. En fait, je vois des personnes qui glanent des prix et tout. C'est la vie dont je rêve, c'est ce que moi aussi je souhaite. Mais comme je n'ai pas ça, plutôt que de les féliciter, Seigneur, je suis jaloux, je suis aigri. Je reconnais que j'ai un problème, aide-moi à guérir. Et quand j'ai fait cette prière-là, quand j'ai fait cette prière-là, euh, dans le même temps, j'avais pensé, en attendant de trouver un emploi, en attendant de trouver un emploi, j'avais décidé, bon, là, ça a été une décision difficile parce que je me suis dit, et si j'essayais de vendre quelque chose au moins pour avoir des entrées? Parce que même pour une boîte d'allumettes, tu vas encore demander à ton homme, c'est pas ce que moi je voulais, c'est vraiment pas ce que je voulais. Donc, je réfléchis et j'aime beaucoup les objets customisés, les colliers, les sacs customisés et tout. Donc, je vais me lancer là-dedans, mais je regarde du haut de mon master, la si intelligente du lycée, moi en train de faire du commerce. J'ai résisté, j'ai dit non, ça ne peut pas me ressembler quand même. Mon papa m'a pas mis à l'école parce que moi, je viens de faire du commerce, ce n'est pas ce que moi je veux. Bon, je résiste. Pendant que tu résistes, en fait, tu n'as rien. Voilà, pendant que ton orgueil il est devant, tu n'as rien, en fait. Donc, à un moment, je porte vraiment mon cœur devant Dieu, Seigneur. Je suis trop orgueilleuse, pardon. Il faut m'aider. Que vraiment, je veux me lancer dans ce commerce de colliers et sacs customisés et tout. Mais j'ai honte, je suis gênée. Voilà, il y avait l'orgueil, en fait. Donc, je porte en prière et puis je me lance. Quand je me lance, en fait, j'ai un objectif, c'est de vendre en gros. Voilà, je décide de vendre en gros. Je commence, ça va faire rire. Effectivement, je commence avec 0 francs. Enfin, je mets juste en place une stratégie. Donc, je cherche, en fait, donc de bouche à oreille, je cherche des personnes qui vendent en détail pour leur livrer en gros. Et ce que je fais, c'est que vous me donnez une avance, voilà, pour confirmer votre commande. Et puis, à la livraison, vous payez le reste. Donc, c'est avec l'argent de l'avance, là, que je partais passer les commandes avec mes prestataires et que je leur vendais par la suite. Donc, à la livraison, on me donnait le reste et puis c'était ça mon bénéfice. Donc, dans cette histoire-là, Dieu s'est manifesté de manière glorieuse. Quand je commence, j'entre en contact avec une grande sœur par le biais d'une amie qui est une Camerounaise qui est en France. Donc, elle est intéressée. Là-bas, ce sont des choses qui marchent. Donc, on fait comme ça, elle m'envoie l'avance. Moi, je passe la commande et puis à la livraison, voilà, elle m'envoie le reste de mon argent. Et on garde de très bonnes relations, elle et moi. Voilà, c'est une Camerounaise. Elle est installée là-bas. Dieu est merveilleux. Les voix de Dieu sont insondables. Vous allez comprendre l'histoire de cette Camerounaise-là avec moi aujourd'hui. Donc, je lui vends. Du coup, j'ai commencé à avoir des entrées d'argent parce que c'est en gros là, donc l'argent est gros. Donc, j'ai commencé à avoir des entrées d'argent et je me plaisais tellement dans ce confort-là. Je ne déposais plus mes papiers pour chercher du travail. Voilà, j'ai dit, mais attends, ça, là, je peux en faire une grande structure, une grande entreprise. Ah, en fait, c'était juste une transition encore. Et ça a brisé mon orgueil, mais ça a été progressif parce que cette activité-là, je ne communiquais pas sur cette activité sur ma page personnelle. J'avais honte. Je ne communiquais pas beaucoup là-dessus. J'ai créé une page Facebook voilà, où je publiais, mais personne ne savait qui était derrière cette page-là. Il m'est arrivé quelques rares fois de partager sur mon profil personnel. Voilà, j'étais vraiment gênée. Et en tout cas, j'ai de bonnes entrées d'argent, je ne me plains plus trop. Je commence à me sentir bien. Je commence vraiment à me sentir bien. Et dans le même temps, je vois une ONG qui cherche, qui lance des candidatures. Donc, je postule et à l'instant, je suis retenue. C'était tellement facile. À peine j'ai commencé le commerce, je vous assure, je n'ai pas fait un mois. Je n'ai pas duré même. Et puis, bon, j'ai commencé à avoir beaucoup d'entrées. C'est comme si Dieu a précipité les choses, en fait, dans ma vie. Dieu a précipité les choses, se sont très bien passé. J'ai eu mes entrées. À peine, j'ai commencé le commerce là, je crois 3 mois, 2 mois et demi ou 3 mois après. Et puis, j'ai trouvé du travail dans cette ONG-là. Je ne postulais plus. J'étais sur Facebook, je naviguais et puis j'ai vu l'offre. Donc, j'ai voulu présenter ma candidature comme ça. Et puis, bon, ça a marché. Donc, là, ça marche.
je viens et je suis chargée du plaidoyer et des relations extérieures. Donc, de, tout au long de mon travail dans cette ONG, j'ai enrichi mon carnet d'adresses parce que j'étais constamment en communication j'étais constamment en relation avec les ministères et tout, puisque c'était ça le contenu, en fait, de ce que je faisais. Et là-bas, je vais dire que là-bas, c'était vraiment pour enrichir mon carnet d'adresses. Et puis, euh, voilà, j'ai appris aussi au niveau de la petite enfance, parce que c'est une ONG aussi qui aidait les enfants en difficulté. Voilà, donc je fais 4 mois dans cette ONG et ensuite, je perds mon travail. C'est bizarre, mais quand je perds mon travail, là-bas aussi, ça a été une très longue histoire. On a découvert des trucs dans l'entreprise. Donc, on a commencé à trop bavarder. Comme Laetitia parle beaucoup, surtout moi-même, j'ai commencé à bavarder. Donc, on m'a renvoyé. On m'a renvoyé et Dieu qui est juste. Là, quand on me renvoie, ça ne me fait pas tellement mal, en fait. Je ne sais pas, mais depuis le passage, depuis ce que j'ai vécu en 2018, là, le Seigneur m'avait donné un truc. Donc là, je n'ai pas vraiment mal. Quelques mois après, même la structure ferme carrément. Donc là, je m'assois encore devant le trône du Seigneur, puis je dis, Seigneur Jésus, quand j'étais à l'université, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, je veux travailler dans le domaine pour lequel j'ai été formée. Même quand nous, on partait en psycholinguistique, nous disaient, ils sont allés dans d'autres filières, dans d'autres spécialisations plutôt, nous disaient, psycholinguistique, c'est pour devenir quoi même? C'est pour devenir quoi? Parce que quand on regarde le contenu, tout les graphologues et tout, c'est pour devenir quoi? Mon cher, on connaît ça dans quoi je vais essayer là, ça ne prend pas. Mais c'est bizarre, j'avais cette assurance, j'ai dit, Seigneur, moi là, psycholinguistique, moi je fais là. Je veux pouvoir travailler dans ce domaine. Et là, quand je perds mon travail en 2019, dans l'ONG, je m'assois et je dis, Seigneur, je marque une pause, je m'assois. Là, à présent, là, je décide, je veux travailler dans le domaine pour lequel moi j'ai été formée à l'université. Je veux travailler dans ce domaine-là. Alors, ce qui se passe, alors, comme je disais, je veux travailler dans ce domaine. Donc, ce que je décide de faire, c'est d'entrer, tout de suite, je cherche des centres de rééducation. Je cherche des centres de rééducation au niveau du langage sur Facebook, sur Google, je cherche en Côte d'Ivoire. Et puis, je tombe sur un centre. Là, j'étais prête à tout. Même si c'était pour faire du bénévolat, si c'était pour faire un stage. Voilà, c'est vrai qu'il y a quelques mois, j'ai eu beaucoup d'argent, mais j'étais prête vraiment à commencer à partir de zéro. Et là, il y a un des centres de rééducation qui m'accepte. Je présente un stage, voilà, je présente mon désir de faire le stage et le centre me prend. Quand le centre me prend, pendant l'entretien, le monsieur découvre qu'en fait, j'ai quand même beaucoup de connaissances en ce qui concerne la petite enfance, les troubles du langage et tout. Il dit, mais tu as déjà des compétences. J'ai dit, oui, j'ai des compétences théoriques, mais au niveau de la pratique, je ne m'y connais pas du tout. Et le monsieur, il est choqué de voir que j'ai été enseignée à l'université de Cocody. Ça, franchement, il dit, ça se fait en Côte d'Ivoire. Il était vraiment étonné. Qu'est-ce que le niveau de l'université? Je dis, non, pas du tout. Voilà, je suis passée par l'université. Donc, le monsieur me prend et je travaille avec lui comme AVS, auxiliaire de vie scolaire. Donc là, il s'agissait de faire le suivi d'un enfant au niveau scolaire, un enfant autiste notamment au niveau scolaire. Et j'étais également en début de grossesse. Donc là, c'est vers la fin de 2019, on va dire en octobre, là. Voilà, en septembre-octobre, je commence. Et j'aime ce que je fais. Au début, j'avais peur. Voilà, j'ai beaucoup appris, c'est vrai. J'avais la connaissance théorique. Mais en ce qui concerne la pratique, voilà, vraiment entre la théorie et la pratique, là, il y a vraiment, je ne dirais pas un grand fossé, mais c'est vraiment tout autre chose. Là, tu as la définition de ce que c'est qu'un enfant autiste, mais là, tu as un enfant autiste en face de toi. Au début, c'était compliqué, mais j'ai présenté tout ça à Dieu. Et Dieu étant bon, en quelques mois de suivi, l'enfant a commencé à faire des progrès. Moi-même, j'étais dépassée. L'enfant a commencé à faire des progrès. La maman était tellement contente qu'elle m'a fait de nombreux cadeaux, poulet, pain. Vraiment, elle m'a fait plein de cadeaux. Donc, j'ai continué avec l'enfant. J'ai continué avec l'enfant dans ce centre-là jusqu'à ce que je prenne mes congés de maternité. Et mes congés de maternité ont coïncidé avec le corona. Donc, tout était fermé. Moi, je suis rentrée. Voilà, je suis venue accoucher. Et pendant que j'accouchais, en fait, je cherchais un autre centre de rééducation. J'étais toujours dans mes recherches pour avoir de nouvelles offres, d'autres offres, quoi. Et là, je tombe encore sur un autre centre qui me demande de venir après mon congé voilà, après 3 mois
après 3 mois, quand je finis d'accoucher et tout, parce que j'étais encore enceinte quand j'ai postulé de l'autre côté et tout, toujours en quête du meilleur, voilà. Et là, quand je reviens de la maternité, donc je suis dans un autre centre. Dans l'autre centre, je passe à l'entretien et le patron qui me dit, après l'entretien, moi, j'étais juste partie pour être encore une AVS, seulement que là-bas, il y avait beaucoup plus d'opportunités de se former. Voilà, parce qu'il organisait des formations et tout. Et là, il me dit, toi, tu n'iras pas dans une école, tu ne seras pas AVS, mais tu seras mon assistante. OK? Tu seras mon assistante et tu vas me seconder au niveau des rééducations. Et je souhaite également que tu tiennes une classe spécialisée. Donc là, le centre en question, il était beaucoup plus grand. C'est un centre qui a une école spécialisée en son sein et puis qui fait également des rééducations pour les enfants qui viennent de l'extérieur et qui place également des AVS dans les établissements pour les enfants qui sont dans l'inclusion scolaire. Et c'est pour ça que moi, j'étais venue, mais on m'a proposé autre chose, voilà, encore plus intéressant et qui allait beaucoup m'aider au niveau de la formation parce que c'est ce que je recherchais. Donc là, je seconde le patron. Quand il n'est pas là, c'est moi qui gère le centre. Je fais la rééducation. Et pendant que je fais la rééducation, je gère également une classe spécialisée et j'apprends énormément. À un moment, je me dis, mais c'est pas comme si je gagnais financièrement. Le salaire n'était pas forcément, mais on va dire en termes de compétences, oh là là, le Seigneur m'a béni. En termes de compétences, j'ai appris énormément parce que là, j'avais différents profils d'enfants. Il y avait des enfants qui avaient uniquement des troubles du langage dans ma classe. Il y avait des enfants trisomiques. J'avais des enfants autistes. Et pour chaque enfant, il fallait faire un projet individualisé. Donc, il y avait déjà la connaissance théorique, il y avait tout ce que j'ai appris. Et puis, il y a la prière, et puis il y a ce que le Seigneur m'inspirait de faire avec les enfants. Des choses qui sont comme devenues, en fait, je veux dire, une sorte de pédagogie spirituelle que le Seigneur me donnait pour ces enfants-là. OK? Et dans le même temps, un autre truc que j'ai sauté, c'est qu'en 2019, je décide de relancer en fait mon projet de création d'ONG. Et là, je crée une ONG qui est formelle, légalement constituée. Et là, j'allais dans tous les sens et je suis quelqu'un, je vais beaucoup dans tous les sens. Je me fais tout en même temps. Dans l'ONG, je disais, on va initier les enfants des quartiers défavorisés à la lecture. On va s'occuper des enfants en situation de handicap. On va s'occuper des femmes en difficulté. Je n'avais pas un truc assez spécifique. Donc, voilà les différents éléments. Donc, il y a l'ONG qui est là et donc, j'ai mes activités de l'ONG, on mène des activités ici et là. Et puis, je suis dans le centre de rééducation où je tiens une classe spécialisée où je fais mes rééducations et tout. Et mon patron, qui est un homme de Dieu, qui m'appelle et puis qui me donne beaucoup de conseils, qui me parle, qui m'encourage, qui me dit, tu as quelque chose en fait, tu as quelque chose que Dieu veut utiliser, je t'encourage. Et concernant ton ONG, concentre-toi sur un truc spécifique. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Donc, ce qu'il me demandait, c'est que ces 3 points que j'ai cités là, c'est-à-dire s'occuper des femmes en difficulté, s'occuper des enfants en situation de handicap, initier les enfants des quartiers défavorisés à la lecture, il me demande de choisir un. Je vais voir ce que Dieu va faire. Et là, quand je me retire, j'ai dit, mais tout ça, ça m'intéresse. Mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'initier les enfants des quartiers, des écoles défavorisées, même dans les quartiers populaires, à la lecture. Et je décide donc de redéfinir en fait les missions de l'ONG. Et notre ONG Foster Heart a donc pour mission d'initier les enfants des quartiers défavorisés à la lecture. Et on s'arrête là. Souvenez-vous que j'ai été critique littéraire et que j'ai reçu beaucoup de livres, tant pour enfants et pour tout. En fait, là, même quand je décide de changer, je ne pense pas forcément à ça, hein, mais c'est après que les choses, en fait, s'emboîtent comme des pièces d'un puzzle que je comprends. Donc, il y a les activités de l'ONG qui sont là et puis je suis dans le centre de rééducation où je travaille. Alors, je travaille jusqu'à ce qu'on arrive en juin, c'est les vacances. Je suis maîtresse, donc je dois prendre mes vacances. Le patron ne voulait pas me laisser puisque je fais les rééducations encore les samedis, les mercredis en dehors des classes. Et là, je lui dis franchement, je suis un peu épuisée, donc je vais prendre au moins 1 ou 2 mois pour me reposer. Donc, il m'accorde mes vacances. Mais c'est le privé. Quand tu es en vacances, là, on est en juin 2020, 2021, non, en juin 2021. En juin 2021. Quand tu prends des congés, là, tu n'es pas payé. Tu n'es pas payé. OK? Donc là, je suis quand même en toute conscience, il faut que j'arrête parce qu'après, il faut se reposer, il faut souffler. Donc, je décide de souffler. Mais en même temps, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai, je vais souffler, je suis fatiguée, c'est vrai, mais je fais comment? Parce que là, je n'aurai pas salaire pendant 2 mois. C'est chaud. Moi, je fais comment dans cette histoire-là? J'ai dit, Seigneur, pardon, aide-moi à trouver un gombo
durant ces 2 mois de vacances. C'est des choses qui me permettent en tout cas de pouvoir gérer les petites dépenses et tout. Vraiment, aide-moi. Voilà. Donc, on est en juin. Je suis en congé. Je n'ai plus de salaire. Et là, ça devenait chaud. Ça devenait très, très chaud. Aïe, 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 aïe. C'était chaud. Un matin, je me réveille. Je me réveille aux environs de 4 heures pour dévancer l'aurore. Je dis, Seigneur Jésus, franchement, donne-moi une idée de business parce que là, franchement, ça, je ne tiens plus le coup. C'est chaud. J'ai rien qu'à toucher un peu d'argent jusqu'à maintenant. Franchement, Seigneur, je ne tiens plus le coup. Aide-moi. Je me couche à nouveau, je dors, je me réveille le matin. Quand je me réveille le matin, il est 7 h, 8 h, j'entends dans mon esprit lecture à domicile. Je tique tout de suite. Je dis, attends, c'est quoi ça, lecture à domicile? Mais c'est, et puis en plein corona, aller de maison en maison, aller faire des lectures, mais c'était bizarre en fait. Bon, l'idée venait de venir, j'ai dit, bon, c'est qu'est sûr. Je prends mon téléphone pour me connecter. Je vous dis que ce jour-là, je n'avais absolument rien sur moi. Quand je dis rien, j'étais piquée jusqu'aux os. Je n'avais rien. Je prends mon téléphone pour me connecter et puis je vois une maman qui est dans le gouvernement. À l'époque où je vendais les sacs et les colliers customisés là, je lui avais donné mon numéro. On était parti à un événement. Donc, je lui ai dit, ah, maman, voilà, moi, je vends ci et ça. Donc, la femme a gardé mon numéro. Donc, ce matin de grande galère, où j'entends lecture à domicile, je prends mon portable et puis je vois qu'elle m'a laissé un message sur WhatsApp. Je vois qu'elle essaie de m'appeler plusieurs fois. Et là, je la rappelle, ah, bonsoir, maman, j'ai vu votre appel. Elle dit, oui, oui, bonjour, maman, autant pour moi. Elle dit, oui, 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 tu vends toujours tes colliers là. Bon, à l'occasion d'avoir l'argent, mais la vérité, c'est que je ne vends plus les colliers. Mais j'ai des amis qui en vendent. Donc, je lui dis, là, j'ai l'occasion d'argent. Je dis, non. Je dis, oui, maman, je vends. Tout en pensant à des amis avec qui je pouvais prendre et puis lui revendre rapidement. Elle dit, ah, d'accord, là, j'ai reçu des femmes qui doivent prendre le vol à 13 h. Donc, si tu peux m'envoyer ça rapidement, je vais leur faire cadeau. Or, figurez-vous, la marchandise est à Yopougon. Ma camarade qui vend là, elle est à Yopougon. Donc, je dois prendre taxi compteur si je vais arriver à temps. Aller à Yopougon avec embouteillage de Yopougon. Revenir dans la zone de Cocody pour faire la livraison à la dame. Et tout ça avant 13 h. Il devait être, je ne sais pas, bon, 8 h, 9 h, on partait dans 9 h, 10 h carrément. D'ailleurs, me transformer pour partir à Yopougon, je n'ai pas. Ça, c'est le premier point. Mais je dis oui à la femme et je suis convaincue que moi, je vais lui livrer. Transforme pour partir à Yopougon, même, je n'ai pas. Donc, je vais prendre un crédit rapidement là. Je prends un crédit de 10 000 et je te rembourse ça avant 13 h. Je prends un taxi compteur. J'appelle ma camarade, je lui dis, je veux tel nombre de trucs. Donc, voilà. Elle dit, OK, donc elle prépare les paquets et tout. Je prends un taxi compteur. Je file à Yopougon. La voie est fluide. Je négocie le taximètre pour voir s'il ne peut pas me ramener quand j'ai fini de prendre la marchandise. J'arrive au lieu. Celle qui doit envoyer la marchandise n'est pas encore arrivée. La femme m'appelle. C'est comment? Je dis, maman, je suis dans l'embouteillage. Elle dit, j'envoie mon chauffeur vers toi. Tu es où? C'était chaud. Hein. Donc, finalement, la fille arrive avec la marchandise. Je prends le même taxi pour sortir de Yopougon. Impossible. Voici embouteillage. Embouteillage est proclamé là. Voilà embouteillage maintenant. Mais Dieu fait grâce. Le vol des femmes là a été retardé jusqu'à 18 h. Tu es bon. Dieu voulait que j'ai cet argent-là. J'arrive. La maman dit, ah, ça tombe bien, mais le vol a été retardé. Donc, je vous assure que de 0 francs, je me suis réveillée avec 0 francs. Je suis sortie de là-bas avec 100 000 francs ce jour. Et c'est avec ces 100 000 francs que je devais démarrer lecture à domicile, puisqu'il fallait payer le transport pour aller dans les familles. Les voies de Dieu sont insondables. Donc, j'arrive, je rembourse les 10 000 francs de la personne qui m'a prêté. Et tout de suite, je vais sur Facebook, sur une page, et puis je leur dis, ça vous dirait des séances de lecture à domicile pour vos enfants, 10 000 francs la séance. Une première maman me contacte, elle me dit 5 000 francs. Et bon, j'accepte. Hein. Et puis, ainsi de suite, les personnes me contactent. On est en vacances, donc les parents en ont besoin. Et quand je vais, étant dans le domaine de l'éducation spécialisée, il m'arrivait de déceler quelques difficultés chez l'enfant et j'interpellais les parents et j'adaptais en fait les séances de lecture au profil de chaque enfant que je rencontrais. Et les résultats étaient tout simplement merveilleux. Quand je partais, les parents me disaient, ah, elle t'a réclamé, oui, il t'a réclamé, les enfants te réclament, mais vraiment depuis 2 semaines, je vois vraiment qu'il y a une amélioration à tel niveau, tout et tout. Et à un moment, je commençais à être débordée. Et mon mari me dit, il est temps que tu te constitues en entreprise. Moi, honnêtement, c'était juste un gombo. Et dans cette période même, il y a eu autre chose même que j'ai oublié de mentionner. Juste avant même de démarrer les séances de lecture,
J'ai vu une formation en gestion de projet sur Facebook qui coûtait 200 000. Mais je me dis, Seigneur, de un, je suis en congé, je n'ai pas l'argent. Comment je fais comment je fais pour pouvoir me payer cette formation? Plutôt, j'avais envie de faire. Et dans le même temps, je tombe sur un post sur Facebook d'une jeune dame qui est dans le branding qui dit, parfois vous avez envie de faire quelque chose, mais les moyens n'accompagnent pas. Lancez-vous seulement, vous allez voir que toute la création, c'est-à-dire l'environnement, même tout se met en place pour que vous puissiez arriver au bout de ce que vous faites. Ça m'a fait tirer, dit Seigneur, c'est une réponse. Alors, sans savoir comment j'allais payer la formation, j'accepte de m'inscrire à cette formation. Et figurez-vous, le premier versement, je l'ai fait avec l'argent de lecture à domicile, sans même sentir que j'avais payé quelque chose. C'était tout simplement extraordinaire. Donc, j'ai payé cette formation avec le business que j'ai démarré. OK? Et là encore, il y a un autre témoignage parce que j'ai fait des rencontres là-bas aujourd'hui qui m'aident énormément aujourd'hui. Des personnes que j'ai rencontrées là-bas qui font de lecture à domicile ce que lecture à domicile est aujourd'hui. Donc, mon mari me demande de me constituer en entreprise, chose que je fais. Je me constitue en entreprise. Je ne voulais pas même parce que pour moi, bon, il voyait beaucoup plus grand en fait. Moi, pour moi, c'était juste mon gombo et tout. Donc, il me demande de me constituer en entreprise. On le fait, mais c'est plus lui en fait qui prend tout en main, quoi. C'est vraiment lui qui gère cet aspect-là. À un moment, je suis débordée et je cherche des personnes que je vais former pour continuer la lecture à domicile parce que je ne pouvais plus répondre à toutes les demandes. Donc, je contacte quelques condisciples de la fac. Je voulais surtout des personnes qui sont dans le milieu, quand même, qui ont une connaissance théorique même déjà de la psychologie de l'enfant et tout ça. Et puis, j'allais les former sur mes orientations par rapport à la lecture à domicile et tout. Donc, j'ai commencé la lecture avec les livres que j'avais quand je faisais la critique littéraire, les livres pour enfants notamment. Donc, je forme des lectrices que je mets sur le terrain et le business vraiment va grandissant, on va dire ça comme ça. Et j'ai un constat aussi que j'ai fait, comment je sors de ma zone de confort. Là, c'est vrai, c'est vraiment, on va dire que je suis toujours dans mon élément, hein, les enfants et tout. Et là, quand je vais à domicile, je fais beaucoup de constats avec les nounous. J'ai constaté énormément de choses avec les nounous, et pas dans une maison, dans deux maisons, mais dans toutes les maisons pratiquement où je suis passée. Du coup, je me dis, mais attends, souvent j'essaie d'échanger avec elles, je vois qu'en fait, il y a beaucoup d'ignorance. Je dis, Seigneur, les enfants là ne méritent pas ça. Et puis, avec ce que je sais, les premières années de la vie de l'enfant sont alors là, tellement déterminantes et tellement importantes qu'il ne faut pas jouer avec ce que l'enfant va avoir à cette période. Il faut former tous les acteurs de la petite enfance, à commencer par les nounous. Et là, ça fait tic dans mon esprit, formation des nounous. Je lance une formation, il y a quelqu'un même qui se moque de moi, qui m'envoie un message sur WhatsApp pour dire, mais tu n'as rien à faire. Formation de nounous, OK. En novembre, je me retrouve avec 2 nounous. La formation était gratuite. Moi, je leur donne la formation et puis j'aime les retours, j'ai aimé en fait comment est-ce qu'elles se sont ouvertes à moi. Elles m'ont dit, je ne sais pas comment faire face à tel enfant, je ne sais pas comment faire. Et moi, ça me donne des idées. Et là, on lance la formation des nounous. Vous savez quoi? Quand j'étais au centre, bon, j'ai un détail que j'ai omis. J'étais en congé quand j'ai laissé lecture à domicile, non. Mais à un moment, j'étais tellement débordée que je ne pouvais plus reprendre le travail. Donc, j'appelle le patron, je lui dis ce que je fais. Il me félicite, il m'encourage. Il me donne même des conseils, il me donne sa bénédiction. Et puis, je démissionne, en fait. C'est comme ça que ça s'en va. Quand j'étais encore au centre, les AVS qui devaient être placés dans les écoles, mon patron me demandait de les former. Maman Betty disait que quand le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, il te permet de faire cette chose-là en miniature. Donc, au centre là-bas, je formais les AVS. Je ne savais pas qu'un jour, je serais appelée à former des nounous, à former au métier de la petite enfance. C'était juste la parenthèse. Donc là, je fais un constat dans les familles, je décide de lancer des formations de nounous. OK? Et une chose en entraînant une autre. Les scandales suivent. Du coup, ça fait encore tic dans mon esprit. En fait, il n'y a pas que les nounous, mais il faut pouvoir proposer d'autres modes de garde aux parents et surtout former également les structures qui accueillent les enfants. Parce que très souvent, parce que dans l'école où j'étais AVS là, il y avait une crèche au sein de l'école. Moi, j'ai eu à échanger avec cette dernière. Ce pas des personnes qui sont forcément formées. Voilà, ce sont des personnes peut-être, voilà, on va dire, ce sont les mêmes nounous, en fait, qui vont dans les crèches là. Peut-être à la limite, il y a un seul professionnel et puis les autres, non. Donc, je décide comme ça de lancer les métiers, la formation au métier de la petite enfance. Mais je me dis, c'est pas un truc que je peux faire seule. Donc là, je cherche
Je cherche des structures à l'étranger. Voilà, j'ai la foi. Je cherche des structures à l'étranger qui sont spécialisées dans ces formations, puisque là-bas, c'est beaucoup plus développé. OK? Et là, je suis beaucoup de refus. Hein. Je suis beaucoup de refus. Surtout que ça vient de la Côte d'Ivoire. Là, on n'a pas forcément une belle image. Donc, on ne sait vraiment pas si c'est quelqu'un de sérieux ou pas. Et là, je porte en prière. Et puis, il y a une structure qui accepte de m'accompagner. En échange, on fait des conférences en ligne et tout. Et ils sont convaincus. Donc, on définit le cadre de notre partenariat. Et paf, on a le partenariat. Donc, ils ont mis à notre disposition le contenu de la formation au métier de la petite enfance. Et là, on a lancé les formations. Comme si cela ne suffisait pas, j'ai une amie que j'ai rencontrée sur LinkedIn et qui vit en Malaisie, une Française qui vit en Malaisie, qui décide, par exemple, qui décide comme ça de m'envoyer des cartons de livres pour enfants. Et ce sont des livres d'histoire. J'ai une catégorie de petits lecteurs que je prends à domicile qui adorent ça. Elle m'envoie des livres depuis la Malaisie. Elle fait une collecte des ressortissants français vivant là-bas. Et puis, elle m'envoie des livres. Il y a la structure française spécialisée dans les métiers de la petite enfance également qui accepte mon partenariat, qui accepte un partenariat, on définit tout. Et puis, je continue de faire des posts. Entre-temps, je fais des posts sur LinkedIn, sur Facebook. Voilà, là aussi, c'est carrément autre chose. Avant, quand je faisais les posts que je ne reconnaissais pas de likes, moi, j'arrêtais tout net, quoi. Mais aujourd'hui, c'est pas tellement ce que je recherche. Le Seigneur a fait un véritable shift à ce niveau-là. Alors, je disais, voilà, sur LinkedIn, il y a un monsieur qui m'envoie un message une fois pour me dire, je vois un peu ce que vous faites et tout. Eh bien, moi, je veux collaborer avec vous. Il a lancé une plateforme sur laquelle il souhaite qu'on intervienne. Donc, là encore, c'est un partenariat qui est en cours. Donc, en fait, on va dire que quand j'ai mis mon orgueil de côté, quand j'ai laissé le Seigneur faire ce qu'il avait, quand j'ai laissé le Seigneur me conduire, quand j'ai porté vraiment mes prières devant Dieu, les choses se sont emboîtées. Si vous remarquez bien, on va dire que ça a été tellement facile. Je n'ai pas fait des efforts. Je n'ai pas fait d'efforts. Ah oui, la Camerounaise qui avait acheté mes colliers en 2018, là, quand j'ai commencé à vendre qui était en France, figurez-vous qui elle est. Elle est responsable de crèche en France et elle est infirmière puéricultrice. Et quand je fais mes posts, je publie également sur WhatsApp, puisque c'est sur WhatsApp qu'on échange. Elle me dit, mais ma petite sœur, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Je vois ce que tu fais, c'est bien, je t'encourage. Et elle me donne des conseils, elle me donne des propos, elle m'explique des choses. Et là, on collabore dans les formations. Elle accepte de donner les formations en ligne en puériculture. On est parti comme ça. Je ne savais pas qu'en vendant les colliers, il y a combien d'années, en 2018, cette femme que j'avais rencontrée là, elle est devenue un partenaire d'affaires aujourd'hui dans cette structure que nous avons, que j'ai mis en place. Voilà. Et le Seigneur qui n'arrête pas d'envoyer des collaboratrices, des personnes, des éducatrices spécialisées, des personnes qui ont de très grandes relations, qui veulent mettre à profit leurs relations pour l'AD et SARL aujourd'hui. Vraiment, voilà ce que Dieu a fait. J'ai tellement à dire. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, je ne sais pas trop. La modératrice. La modératrice est là. La modératrice est en train de vous chercher sur LinkedIn et je vous ai trouvé. Voilà, donc voilà. En fait, les choses se sont emboîtées comme ça. Je n'ai pas fait des efforts. Là où moi-même avant, si je voyais de loin, j'allais dire, celle-là, si elle n'est pas rentrée dans quelque chose, c'est qu'elle a un pari ou bien elle a quelque chose. Mais je crois en ce Dieu-là qui précipite les choses. Je crois en ce Dieu-là qui est dans le tout à coup, qui est dans le subitement. Parce que cette entreprise, en fait, on l'a démarrée en juin-juillet. La première séance de lecture a eu lieu le 11 juillet. D'accord? Mais figurez-vous, on n'a pas encore un an d'existence, mais on a déjà un local. Dieu a disposé les choses. Et je suis juste dépassée par l'extraordinaire, en fait, de la chose. Je suis juste dépassée par ce que Dieu est en train de faire. Et je veux lui rendre toute la gloire. Pour en arriver là, le Seigneur a dû briser mon orgueil parce que je suis une personne très orgueilleuse. Vraiment. Beaucoup orgueilleuse. Le Seigneur a brisé mon orgueil. Il m'a vraiment brisé mon orgueil. Il a changé ma mentalité. Quand j'ai rencontré maman Betty en 2018, où j'étais au plus bas de l'échelle émotionnellement parce que je n'avais pas de travail, j'ai commencé à apprendre à célébrer les succès des autres. Et même pendant que tu célèbres, tu dis, il faut faire pour moi, Jésus. En fait, je reflète la mauvaise pensée. Je dis, Seigneur, mon cœur est serré quand je vois. Mais Seigneur, je veux me réjouir du bonheur de cette personne. C'est la vie dont je veux. Seigneur, bénis la personne. Et je priais pour la personne. En fait, il y a ce truc-là que le Seigneur a commencé à lever en moi. J'ai commencé à me réjouir véritablement du succès des autres. J'ai commencé
j'ai commencé vraiment, toutes les personnes avec qui j'avais été désagréable, j'ai commencé à aller vers elles pour demander pardon. J'ai commencé à aller vers elles pour demander pardon. En fait, il y a ce truc-là que le Seigneur a enlevé, cette carapace que le Seigneur a enlevée. Et c'est quand c'est tombé quand même que les choses ont commencé à s'ouvrir, les portes ont commencé à s'ouvrir dans ma vie. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, dans mes rêves même, dans mes rêves, comme je dis, dans mes rêves là, je ne rêvais pas d'être chef d'entreprise. Franchement, moi, je me voyais, j'ai toujours rêvé être fonctionnaire international. C'était ça, dans les grandes ONG. C'était vraiment ça, mon rêve. Je n'avais pas rêvé être chef d'entreprise, créer une entreprise. Ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, ce n'était pas mon truc. À la limite, moi, je travaille et puis j'ai mon activité à côté qui me rapporte, qui me permet d'arrondir mes fins du mois. C'était ça, mon rêve. Je rêvais. Ce n'est pas ce dont j'avais rêvé. Mais le Seigneur est en train de faire quelque chose d'extraordinaire et je lui rends toute la gloire, toute la louange. Donc, voilà un peu. Sortir de sa zone de confort implique également qu'on puisse changer de mentalité, qu'on puisse accepter qu'on n'est pas bien, qu'on puisse accepter qu'on a des problèmes et les poser devant le Seigneur. Puis, pour que Dieu me fasse entrer dans la bénédiction, le Seigneur a changé, il a bouleversé ma conception de beaucoup de choses, ma conception même sur l'argent. Je faisais partie de ces chrétiens, l'argent c'est le diable, et puis voilà, c'est la fausse modestie, là, j'étais dedans en fait. Voilà, vraiment, au travers de la vie de Maman Betty, Dieu a fait un véritable travail en moi et des choses. J'avais même pour donner mes prix avant, comme ça, là, j'avais, et est-ce que c'est pas trop élevé? Mais aujourd'hui, je n'ai pas, je donne le prix et puis le client même, il dit, OK, moi, je suis choquée. Donc, vraiment, Dieu a fait un excellent travail dans ma vie. Voilà un peu mon témoignage, voilà un peu le témoignage de Tata Liti, la lectrice à domicile, éducatrice jeune enfant. Voilà un peu, voilà. Voilà un peu ce que je peux dire de façon Wow, globale. bravo, bravo, bravo. Oui, tous les messages, vous voyez même, vous voyez aussi les chats. Oui, Oui, je vois. voilà, Mhm, donc tout le monde vous félicite et vraiment bravo, mhm. bravo, bravo. C'est vraiment, je suis Merci. allée, dès que vous avez parlé de LinkedIn, je suis allée sur LinkedIn, je vous ai trouvé. J'étais en train de faire. Euh, la structure, bon, cher milliardaire, voilà la présentation de notre sœur milliardaire. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros. La milliardaire en chef est là. Vous pouvez ouvrir vos micros pour poser des questions, à notre milliardaire pour son partage et tout. Voilà. Donc, s'il y a des questions, nous rendons vraiment effectivement gloire à Jésus pour ce message-là. Et au moins, bon, moi, ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est une très bonne chose. Nous sommes tous, moi, je suis très passionnée par les enfants, par tout ce qui est aide aux enfants et tout. Et l'année dernière, nous avons fait partie, à partir de la France, nous avons fait partie 6 cartons de livres. Mais bon, maintenant qu'on vous connaît, on va vous ajouter sur votre liste, sur notre liste. Moi, je suis en train de faire, je vais faire aussi partie des livres anglais aussi, en anglais, parce que moi, je suis en Angleterre. Et puis voilà, ça. Merci Donc, infiniment. on va échanger les contacts. Je vais vous faire une Y a demande pas- sur LinkedIn tout à l'heure. OK, il n'y a pas Hmm, de problème. voilà. Merci. Donc, très, très, Merci très bon beaucoup. témoignage, comme on le dit. Donc, Merci. les questions, les questions, les questions, les questions, ou les questions, les questions. Euh, Comme il se fait. Donc, les milliardaires, si vous avez des questions à notre milliardaire pour ce qu'elle a dit, pour ce elle a partagé, si vous avez aussi des remarques, voilà, ce que vous avez, si vous avez par rapport à ce qu'elle nous a partagé, c'est pas, c'était vraiment un très, très, très bon témoignage. Un très bon témoignage. Allô? Merci infiniment. Voilà. Mm. Oui, vous pouvez vous présenter et puis poser votre question, s'il vous plaît. C'est Tabitha. OK, allez-y. Bon, c'est pas une question. Je suis sans voix en fait. Et franchement, cette séance aujourd'hui m'a permis de comprendre certaines choses. Et je sais pas quoi dire. Ça m'a enseigné, ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses et je veux vraiment dire merci à Dieu pour la vie de sa servante et pour maman Betty. Enfin, désolée pour la milliardaire Betty qui a eu la vision vraiment d'organiser, de mettre en place
le Dominion Mandate et d'organiser ce type de séance-là. Je pense qu'on n'imagine pas souvent l'impact que des témoignages, que des exhortations peuvent avoir sur une vie au-delà, sur des générations. Et je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur pour la milliardaire Betty et pour la milliardaire Sostik. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nounou viendra pour la formation du 3 avril. Je confirme encore. On a reporté au 10. Oui, pardon, on dit c'est ça. Voilà, c'est Merci ça. bien. Que nous garde. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est que comme le Seigneur, il sait tout, il savait qu'en Côte d'Ivoire, il allait avoir un problème de nounous, les problèmes avec la garde des enfants, et il allait avoir un grand besoin de formation d'abord et de lieux où les enfants devaient se retrouver. Mais ma question, c'est surtout pour les enfants avec avec des handicaps. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de centre. Moi, je sais qu'il y avait le centre Don Orion pour les enfants psychomoteurs. Et après, bon, puisque c'était un truc qui était sponsorisé par, je crois, l'Italie, après la crise, je crois que, parce que je suis allée là-bas, j'ai ma soeur qui a son fils qui avait ce problème, l'enfant est décédé maintenant. Donc, où on massait les enfants, où on aidait les parents. Et après, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants psychomoteurs, les enfants autistes qui sont vraiment délaissés. Sont vraiment délaissés. C'est vraiment, donc quand vous avez parlé des centres, de ce centre où vous êtes parti travailler, je me suis dit, ah, donc ça existe, ces genres de centres, ou bien ça existe, est-ce que les gens ne savent pas que ce centre-là existe, ou bien il y a des centres, ou bien c'est seulement pour ces personnes, des personnes un peu plus âgées, plus aisées qui ont accès à ces centres. Est-ce que les personnes qui sont de derrière rail, de Pougon et tout, est-ce que ces personnes ont accès à ces centres? Comment ça se passe? Bon, je sais que ce n'est pas le sujet, mais... Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. OK, merci pour la question. Alors, il faut dire que la plupart de ces centres sont des initiatives privées. Donc, c'est clair que le coût est élevé et pas du tout accessible à toutes les bourses. Sinon, il y a des centres de rééducation, voilà, mais qui sont beaucoup plus concentrés dans la zone de Cocody même. OK. Voilà, et le coût étant un peu trop élevé, tous les parents n'ont pas forcément accès. Sinon, il existe des centres, voilà. OK. Et si les personnes n'ont pas l'argent, c'est le ministère de l'enfance qui les sponsorise ou bien c'est quoi? Bon, là, on va dire que c'est maintenant que des associations de parents en situation de handicap sont en train de faire des plaidoyers au niveau voilà, des différents ministères à charge pour avoir des subventions. Parce qu'après, dans les centres, on fait la rééducation, mais les enfants en situation de handicap, pour la plupart, doivent voir d'autres spécialistes. Et le coût est vraiment, vraiment élevé. Parce que là, il y a les rééducations. On doit avoir un pédo, un psychologue. En fait, il y a beaucoup de choses, en fait. Et les parents ne parviennent pas à supporter. Voilà. C'est une équipe pluridisciplinaire, en fait, qui s'occupe des enfants en situation de handicap. Donc, il n'y a pas que, en fait, les rééducations dans les centres. Il y a aussi les consultations avec ces autres spécialistes-là, qui ne sont pas forcément permanents, mais qui ont un coût. Donc, ce qui fait qu'il y a certains parents. Mais bon, de plus en plus, les gens mènent des combats pour qu'il y ait une subvention aussi, pour qu'il y ait des centres publics sur tout ça, pour faciliter l'accès à toutes les bourses. Voilà. Sinon, ça existe, les initiatives privées notamment. OK, c'est bon. On prie que ce soit vraiment, il y ait du social vraiment à ce niveau. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent des parents, familles non aisées qui sont laissés pour compte. OK. Okay. Et donc, bon, les milliardaires, si vous n'avez pas de questions, moi, je vais poser les questions. Votre ONG. J'ai une question après. Ah, mais vas-y. OK. Votre ONG dont vous avez parlé, l'ONG, c'est seulement, ça fonctionne pour, en dehors de la lecture à domicile ou bien ça fait partie de la lecture à domicile? L'ONG Foster fonctionne en dehors de lecture à domicile. Lecture à domicile, c'est carrément une entreprise. Voilà. Lecture à domicile et développement de l'enfant, c'est carrément une entreprise qui propose plusieurs services qui ont pour objectif le bon développement de l'enfant. Et puis, l'ONG a pour mission unique,
d'initier les enfants des établissements défavorisés à la lecture. On a déjà mené des activités dans la commune de Yopougon. Voilà, là, c'est en stand-by, l'idée de bien structurer de l'autre côté et puis on reprend les activités après. C'est deux activités différentes. Ok, donc pour le moment, c'est en pause. Voilà, c'est en pause, c'est ça. Ok. Mais en fait, la petite histoire, c'est que c'est avec l'ONG que j'ai fait pour la première fois, j'ai fait pour la première fois un atelier lecture avec les enfants. Et c'est après cette expérience, en fait, que j'ai pu avoir quelques rudiments pour démarrer même les lectures à domicile. Donc, ça a aidé aussi. D'accord, ok. Il y a quelqu'un qui devait poser une question? Oui, bonsoir, les milliardaires. Bonsoir, la mère. Merci, Madame Soro, chère milliardaire. Merci infiniment pour ton témoignage qui nous a fait du bien. Ce témoignage-là nous a fait du bien. Et lorsque je t'écoutais, il y a quelque chose, j'ai reçu vraiment quelque chose, c'est que, en général, ceux qui sont premiers de classe, ceux qui sont brillants, en tout cas, ceux que tout le monde estime à l'école, dans la vie de tous les jours, ces personnes pensent que Dieu leur doit. C'est ça même. Ces personnes pensent que Dieu leur doit. Parce que j'ai été tout le temps brillant, parce que j'ai été tout le temps premier. Donc, Dieu, tu me dois. Parce que j'ai utilisé le talent que tu as déposé en moi là, pour briller, pour être premier, pour être remarqué, pour être distingué partout. Donc, tu me dois. Tu me dois en premier avant de t'intéresser aux autres. Et donc, c'est tout ça qui crée l'orgueil. Et très souvent, sur le chemin de l'accomplissement de la destinée, les personnes brillantes là, ces personnes-là, leur mid-bar, leur désert, là, ça prend du temps et c'est dur parce que travailler sur faire sortir l'esprit de l'orgueil, vraiment, ce n'est pas une mince affaire. Et donc, il faut vraiment briser même ces personnes-là pour qu'elles puissent comprendre. Parce que très souvent, lorsque on est brillant comme ça, lorsque on arrive à être distingué dans une foule, dans une assemblée, très souvent, on a une mission qui nous amène à conduire un peu comme un troupeau. Il y a beaucoup de destinées qui sont liées. Donc, ce genre de personnes-là qui portent le manteau apostolique, là, ces personnes-là doivent être brisées. Parce que Dieu, quand Dieu s'apprête à envoyer au sommet, il a besoin de briser. Parce que s'il n'a pas brisé cet orgueil qui fait qu'on ne peut même pas regarder l'autre, qui souvent même n'a pas nos aptitudes en train de réussir, si il ne brise pas cela, ce sera très compliqué, alors que des destinées sont liées à nous. Et donc, je suis vraiment heureuse pour ce témoignage-là, rempli de leçons. Et j'ai envie de poser une question. Lorsque, certaines fois, en tout cas, tu étais sorti de ta zone de confort, mais lorsque tu ne voyais pas ce que tu attendais, quelle attitude as-tu adoptée? Lorsque tu savais que tu avais obéi, mais tu ne voyais pas encore le résultat, tu ne voyais pas les fruits. Alors, comment est-ce que tu as vécu cette période-là? D'accord. Alors, j'essaie de me demander, je ne perçois pas bien la question. Les fois où où je suis sortie de ma zone de confort. Tu es sorti de ta zone de confort. C'est vrai que tu as commencé à expérimenter d'autres choses, mais ça n'a pas été tout le temps rose. Tu es sorti de la zone de confort depuis longtemps. Les fruits sont venus après. Si. Et donc, pendant ce processus-là, comment tu as pu tenir? Parce que tu dis, oui, Seigneur, maintenant je décide de sortir de ma zone de confort. Merci de me briser. Mais bon, tu ne vois pas encore le résultat. Donc, comment tu te comportes durant cette attente-là? Comment tu fais? Bon, on va dire que Dieu m'a fait vraiment grâce. Quand je suis sortie de l'année 2018 avec tout ce que j'ai vécu là, je suis quelqu'un, en fait, au fond de moi, même quand je ne vois pas, j'ai cette assurance, en fait. Au fond de moi, j'ai comme une certitude. Je reste confiante que le moment viendra où Dieu va faire. Le moment viendra où Dieu va faire. J'ai confiance, j'ai foi que ça va aller. Du coup, je ne me plains pas. En tout cas, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Depuis l'étape de 2018, vraiment cette année-là, j'ai appris à ne plus me plaindre. J'ai appris à ne plus me plaindre. Donc, dans l'attente, en fait, je suis sereine. On va dire ça comme ça. Dans l'attente, je suis sereine.
même quand humainement, il y a certaines questions qui reviennent, je tais ça très tôt. Je fléchis genoux et je demande beaucoup la paix de Dieu. Et une fois que c'est fait, je suis tranquille. Donc, on va dire que, voilà, dans l'attente, je suis sereine. Voilà, je n'ai pas vécu. Et puis, je ne sais pas, mais Dieu a fait grâce. Je n'ai pas beaucoup duré dans l'attente aussi. Je n'ai pas beaucoup duré dans l'attente aussi. Je vais prendre peut-être le cas des formations des nounous, par exemple. La première fois, on a deux seulement. La deuxième fois, personne ne vient pratiquement, donc on reporte. Mais en fait je ne suis pas triste. Quand ça arrive, je dis, Seigneur, voilà la situation. Je reste convaincue que c'est toi qui es dans cette affaire. Au moment opportun, ça va. Et puis, avec les témoignages aussi que j'ai écoutés, surtout dans l'entrepreneuriat, on sait que parfois les choses ne décollent pas tout de suite. Donc, ça fait que je reste sereine. Je reste sereine dans l'attente, en fait. Donc, voilà. Merci, merci beaucoup, la milliardaire. Merci infiniment. Merci, la mère. OK. Les questions? Oui, moi, j'ai une question, c'est la milliardaire Nguessan. OK. Voilà. Enchantée. Merci. Pour moi, j'ai été beaucoup enrichie. Je tenais à dire merci à la milliardaire Soro. Vraiment, merci beaucoup pour ce temps de témoignage. Parce que là, moi, j'ai trouvé beaucoup de réponses. Beaucoup de réponses à des choses que j'attendais depuis. Et là, ce que je souhaiterais savoir, les nounous, vous les formez pendant combien de temps? Et le coût également, si c'est possible de le donner maintenant, sinon après, je rentrerai en contact avec vous. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, je ne sais pas, la modératrice, je ne sais pas, je réponds ou bien... Oui, allez-y. OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, alors, les nounous, on propose aujourd'hui 2 types de formation. Donc, on a la formation complète qui dure 1 mois. Là, voilà, c'est 100 000 francs le mois. On leur donne tout ce qu'il faut sur la gestion de l'enfant, la garde, la psychologie de l'enfant. Enfin, c'est un contenu bien riche. Et puis, la deuxième formation, ce sont des sessions que nous offrons par mois. En général, c'est pour les nounous qui sont déjà sur le terrain. Donc, on choisit un thème et puis on essaie de les entretenir sur ce thème-là 1 fois par mois. Voilà, la participation à ces sessions est de 10 000 francs. Là, notre prochaine session, c'est pour le 10 avril et le thème, c'est sur le sommeil de l'enfant. Donc, on a choisi ce thème relativement au dernier scandale qu'on a eu où les nounous ne parvenant pas à faire face donc, au refus de dormir des enfants. Elles ont donné des somnifères ou ont mis des mentlatums dans les yeux. Là. Donc, on va leur donner des techniques en fait, pour faire dormir l'enfant, expliquer ce que c'est que le sommeil de l'enfant, comment le sommeil de l'enfant peut être perturbé, les circonstances qui peuvent perturber le sommeil de l'enfant et comment créer un cadre, un environnement pour que l'enfant parvienne à dormir. Leur donner toutes ces techniques-là pendant notre prochaine session. Donc, c'est les 2 types de formations que nous proposons. D'accord. Ouais, merci beaucoup. Je pense que je vais vous contacter. Voilà, je vais vous contacter plus tard pour échanger avec vous. Parce que moi, j'ai une structure également qui propose en fait des nounous. Voilà, je suis en train de préparer tout et bon, je vois que vraiment Dieu sait faire les choses. C'est la question que je me suis posée aujourd'hui. J'ai la question où je vais former ces filles-là. Et là, je pense que je vais rentrer en contact avec vous pour mieux échanger et voir voilà, comment on peut venir en aide aux familles. Alors, vraiment, merci beaucoup pour je vous en prie, ce merci temps de témoignage. Que Dieu vous bénisse encore. Amen, et merci à la milliardaire en chef. Merci pour ce temps. OK. Donc, encore des questions? OK. S'il n'y en a plus, on va demander à la milliardaire en chef de conclure. Et puis, nous allons nous séparer. Merci, ma très chère sœur Reine. Merci pour tout ce que tu fais pour le Dominion Monday Tribe. Merci d'être toujours disponible. Et ce soir, je voudrais bénir le Père du Seigneur pour la vie de notre guest speaker, Madame Soro. Yes, en tout cas. Dieu nous a parlé à travers sa vie. Vraiment, ce sont des témoignages comme ça que nous avons fait. Parfois, nous passons par cette zone-là de désert où nous posons beaucoup de questions. Nous avons du mal à faire ce grand saut-là pour sortir de notre zone de confort. Et elle est la preuve que durant cette étape, Dieu nous assiste. Il est toujours là, il nous parle et on doit avoir confiance en lui.
Parce qu'il est celui qui voit la fin avant le commencement. C'est ça. C'est lui qui nous aide à vraiment nous débarrasser de ce qui nous empêche d'aller au niveau supérieur. Et donc, je bénis le nom du Seigneur pour sa vie, parce que grâce à son témoignage, on a compris ce que c'était que le processus d'émondage, ce processus-là où Dieu coupe ce qui ne doit pas nous servir. Si c'est l'orgueil, il coupe l'orgueil. Si c'est une personne, il enlève la personne. Si c'est la fierté exagérée, il enlève cela. Si c'est l'impatience, il enlève cela. Vraiment que Dieu te bénisse, Madame Soro. Amen. Amen. Qu'il continue de t'inspirer. Amen. Et maintenant qu'il t'a montré ta voie, que son Saint-Esprit te guide. Que ton Saint-Esprit continue de t'inspirer de nouvelles idées. De transformer ce milieu-là de nous, apporter la foi dans le cœur des enfants. Amen. Et merci à tous les milliardaires présents. Merci également à ceux qui viendront suivre le replay. Nous avons été bénis ce soir. Que Dieu bénisse nos familles. Merci du fond du cœur. Merci encore une fois, modératrice Reine. Merci au Seigneur. Merci à tout le monde. Je vous aime et on va continuer comme ça. On va chercher encore des témoignages pour nous édifier, pour que nous ayons des armes, nous ayons tout ce qu'il y a comme enseignement pour avancer. Parce que vraiment, il y a du travail à faire. D'abord sur nous-mêmes, il y a du travail à faire dans le monde. Que le Saint-Esprit continue de nous inspirer et de nous guider sur le chemin de notre vie. Merci à tous. OK. Et on se retrouve bientôt. OK, donc bonne nuit à tout le monde et puis que le Seigneur nous garde, bénisse nos familles. Bonne nuit. Bye. Bye. Bye bye. Bonne nuit à tous.